La 50e loi. La peur est votre pire ennemi. De Robert Greene et 50 Cent. Traduit de l'anglais par Alain et Lakshmi Bori. Lu par Fabien Briche. Avant-propos. C'est pendant l'hiver 2006 que j'ai rencontré 50 Cent pour la première fois. Il s'était passionné pour mon livre Power, les 48 lois du pouvoir, et ne demandait qu'à en écrire un avec moi. Pendant ce premier entretien, nous avons évoqué la guerre, le terrorisme, le secteur musical. J'ai été frappé par le fait que nous jetions sur le monde des regards très similaires, en dépit de nos différences culturelles considérables. Par exemple, à propos des luttes de pouvoir qu'il livrait à l'époque dans l'univers musical, nous allions tous les deux au-delà des explications innocentes données par les différents protagonistes et tentions de discerner leurs véritables intentions. Il avait acquis cette façon de penser dans les rues de ce qu'il appelait le Southside Queens, un quartier dangereux généralement connu sous le nom de South Jamaica, situé à proximité de New York sur l'île de Long Island. C'était une question de survie. De mon côté, j'étais arrivé au même résultat en lisant quantité de livres d'histoire et en observant les manœuvres tortueuses de différents personnages à Hollywood où j'avais travaillé de nombreuses années. Nos perspectives étaient identiques. Nous nous sommes quittés ce jour-là avec l'intention avouée d'écrire quelque chose ensemble. Au cours des mois suivants, comme je m'interrogeais sur le thème éventuel de notre ouvrage, je m'intéressais de plus en plus à l'idée de rapprocher nos deux milieux. Ce qui me plaît en Amérique, c'est la mobilité sociale. Il y a continuellement des individus qui se hissent des bas-fonds au sommet et qui, ce faisant, modifient notre culture. En revanche, la ségrégation perdure. Les gens célèbres restent en général entre eux, les intellectuels et universitaires ont leur propre ghetto, et d'une façon générale, qui se ressemble, s'assemble. Si quelqu'un sort de son milieu, c'est en général en touriste, en observateur d'une façon de vivre différente. L'intérêt spécifique de notre projet était de faire fi autant que possible de nos différences superficielles et de collaborer sur le plan des idées pour éclairer certaines vérités de la nature humaine qui dépassent les catégories admises sur le plan social ou ethnique. Je continuais à traîner avec 50 pendant une bonne partie de l'année 2007 sans préjuger de ce à quoi ce livre pourrait ressembler. J'avais accès à la quasi-totalité de sa vie. J'étais présent à de nombreux rendez-vous d'affaires à haut niveau. Assis discrètement dans un coin, je l'observais en pleine action. Un jour, j'assistais à une rixe dans son bureau entre deux de ses salariés. 50 dut s'interposer personnellement. Je fus également témoin d'une crise montée par lui de toutes pièces pour la presse à des fins plus publicitaires. Je restais sur ses talons quand il rencontrait d'autres vedettes, des amis de quartier, des membres de familles royales européennes et des personnalités politiques. Je visitais le Southside Queens où il avait grandi, je traînais avec ses amis de l'époque où il était dealer, et je me fis une idée de ce que représentait le fait de passer sa jeunesse dans ce milieu. Plus je le voyais en action sur tous ses fronts, plus je constatais, non sans stupeur, que 50 était un exemple vivant des personnages historiques que je citais dans mes 3 ouvrages. Passé maître dans l'art de conquérir le pouvoir, il était en quelque sorte le Napoléon du hip-hop. En décrivant la course au pouvoir de divers personnages historiques, j'étais arrivé à une conviction. La source de leur succès pouvait presque toujours se ramener à une compétence ou une qualité unique qui les distinguait de tout le monde. Chez Napoléon, c'était sa capacité remarquable à emmagasiner une quantité colossale de détails et à les classer dans son esprit. Cela lui permettait d'en savoir plus long sur la situation que les généraux ennemis. Ayant observé 50, ayant parlé avec lui de son passé, je conclus que la source de son pouvoir était sa totale intrépidité. Cette qualité ne se manifeste ni par des hurlements, ni par des techniques grossières d'intimidation. Si parfois 50 s'y abandonne en public, c'est pure comédie. En coulisses, il est froid et calculateur. Son absence de peur éclate dans son attitude et dans ses actes. Il a trop côtoyé le danger dans la rue pour être le moins du monde décontenancé par tout ce à quoi il peut se heurter dans le monde des affaires. Si une proposition ne lui convient pas, il se retire sans le moindre souci. S'il est obligé de porter un coup bas à un adversaire,
il le fait sans l'ombre d'un remords. Il possède une extrême confiance en lui-même. Dans un environnement où la plupart des gens sont timides et conservateurs, il possède l'avantage d'être disposé à en faire plus, à prendre des risques et à violer les convenances. Issu d'un milieu où personne ne peut s'attendre à dépasser l'âge de 25 ans, il est habité par le sentiment qu'il n'a rien à perdre, et cela lui confère un énorme pouvoir. Plus je songeais à cette force incroyable qui est la sienne, plus elle me semblait instructive et riche d'enseignements. Je me surpris moi-même à profiter de son exemple et à dominer mes propres peurs. Je décidai que l'intrépidité sous toutes ses formes serait le sujet de notre livre. Concrètement, il ne fut pas difficile d'écrire la 50e loi. En observant 50 et en bavardant avec lui, je relevais certains schémas de comportement et certains thèmes qui constituent les 10 chapitres de ce livre. Une fois ces thèmes fixés, j'en ai discuté avec lui et nous les avons affinés ensemble. Nous avons parlé de la façon dont on surmonte la peur de la mort, de la capacité à embrasser le chaos et le changement, du cheminement mental consistant à avoir dans chaque revers de fortune une occasion de conquête du pouvoir. Nous avons fait le lien entre ces idées et nos expériences personnelles d'une part, et le monde en général d'autre part. J'ai ensuite étendu ces considérations aux résultats de mes propres recherches en faisant le parallèle entre les exemples de 50 et ce qu'avaient vécu d'autres personnages historiques faisant preuve de la même intrépidité. En somme, dans ce livre, il est question d'une philosophie particulière de la vie que l'on peut résumer ainsi. Nos peurs sont-elles une prison qui limite notre domaine d'action ? Moins vous avez peur, plus vous avez de pouvoir et plus vous pouvez vivre pleinement. Notre intention est que la 50e loi vous fasse découvrir ce pouvoir pour vous-même. Introduction. De tous les ennemis de l'homme, la peur est le plus redoutable. Je sais que certains d'entre vous ont peur d'écouter la vérité. On vous a élevé dans la crainte et le mensonge. Mais moi, je vais vous prêcher la vérité jusqu'à ce que vous soyez libérés de cette peur. Malcolm X. L'attitude craintive. Au commencement, la peur était une émotion élémentaire de cet animal qu'est l'homme. Face à quelque chose qui l'écrasait, la menace d'une mort imminente due aux guerres, aux fléaux et aux calamités naturelles, il avait peur. Comme chez les autres animaux, cette émotion avait un rôle protecteur. L'homme pouvait, par elle, prendre conscience du danger et le fuir à temps. Chez l'homme, elle avait un rôle supplémentaire et positif. Elle permettait de garder souvenir de la source du danger et de s'en protéger la fois suivante. La civilisation dépendait de la capacité de l'homme à prévoir et à prévenir les dangers inhérents à son environnement. La peur a également provoqué le développement de la religion et des différents systèmes de croyances qui consolent. La peur est l'émotion la plus ancienne et la plus puissante de l'homme. Elle est profondément inscrite dans son système nerveux et dans son subconscient. Mais au fil des âges, s'est produit quelque chose d'étrange. Les terreurs justifiées auxquelles l'homme était jadis confronté ont diminué d'intensité au fur et à mesure que celui-ci améliorait sa maîtrise de l'environnement. Mais ces peurs, au lieu de s'atténuer dans la même mesure, se sont mises à pulluler. L'homme a commencé à s'inquiéter de son statut social. M'aime-t-on ? Suis-je intégré dans le groupe ? Il s'est inquiété de ses moyens d'existence, de l'avenir de sa famille et de ses enfants, de sa santé et de son vieillissement. À la place de peurs simples et intenses face à des dangers réels, nous avons développé une vague angoisse généralisée. Comme si les millénaires de peur face à la nature ne pouvaient s'effacer. Il fallait trouver quelque chose, même dérisoire ou improbable, pour réorienter notre anxiété. Dans l'évolution de la peur, un tournant décisif a été pris au XIXe siècle quand les publicitaires et les journalistes ont compris qu'en enveloppant de peur leurs campagnes et leurs articles, ils pouvaient capter notre attention. La peur est une émotion que l'on a du mal à vaincre et même à maîtriser.
Par conséquent, on nous fournit sans cesse de nouvelles sources d'angoisse. Les problèmes de santé publique, l'insécurité, les gaffes que l'on peut commettre en société, les innombrables dangers de l'environnement. Avec l'aide de médias toujours plus élaborés et l'impact tripale de l'audiovisuel, on arrive à nous convaincre que nous sommes des créatures fragiles dans un milieu regorgeant de dangers. Alors que nous vivons dans un monde infiniment plus sûr et prévisible que tout ce que nos ancêtres ont connu. Sous cette pression, nos anxiétés n'ont fait que s'aggraver. La peur n'est pourtant pas prévue à cet effet. Son rôle est de susciter de puissantes réactions physiques, celles qui permettent à un animal de fuir à temps. Une fois le danger écarté, l'être vivant est censé se calmer. Un animal qui ne pourrait se débarrasser de sa peur une fois le danger passé aurait du mal à manger et à dormir. L'homme est aujourd'hui un animal incapable de se débarrasser de ses peurs. Il en héberge une telle quantité qu'elles tendent à modifier la façon dont il perçoit le monde. Il est passé de la peur due à telle ou telle menace à une attitude généralement peureuse vis-à-vis de la vie elle-même. Il en vient à n'apprécier un événement qu'en termes de risque. Il exagère les dangers et sa propre vulnérabilité. Il se focalise immédiatement sur un malheur toujours possible. Ce phénomène est en général inconscient car on l'accepte comme normal. En temps de prospérité, on a le luxe de se tracasser à maint propos. Mais en période troublée, cette attitude craintive devient particulièrement pernicieuse. Dans des moments pareils, il faudrait résoudre des problèmes, affronter la réalité telle qu'elle est et aller de l'avant. Mais la peur conduit à battre en retraite et à se retrancher. Telle était la situation au moment où Franklin Delano Roosevelt est devenu président des États-Unis en 1933. La crise de 1929 avait commencé par un krach boursier et n'avait cessé de s'aggraver. Mais ce qui frappait Roosevelt n'était pas tant les facteurs économiques que le moral du pays. Il avait l'impression non seulement que les gens s'inquiétaient plus que nécessaire, mais aussi que leur peur leur rendait plus difficile le fait de surmonter l'adversité. Dans son discours inaugural, Roosevelt déclara qu'il n'allait pas ignorer la réalité évidente d'une économie en ruine, ni prêcher un optimisme naïf. Mais il implora ses auditeurs de se rappeler que la nation avait traversé de pires moments, par exemple pendant la guerre de sécession. Ce qui avait sauvé les Américains à l'époque, c'était leur esprit pionnier, fait de détermination et de résolution. C'était ça, être américain. Avec la peur, on entre dans un cercle vicieux. Les personnes qui s'y abandonnent perdent leur énergie et leur élan. Leur manque de confiance en elles-mêmes se traduit par une apathie, laquelle les déconsidère encore plus à leurs propres yeux, et ainsi de suite. Tout d'abord, déclara Roosevelt à son auditoire, « Permettez-moi d'affirmer que la seule chose que nous ayons à craindre est la peur elle-même. Une terreur sans nom, irrationnelle et injustifiée, qui paralyse les efforts nécessaires pour transformer la retraite en avance. » Ce que le président définissait dans son allocution est le fil du rasoir qui, dans la vie, fait toute la différence entre l'échec et le succès. Tout est affaire d'attitude. C'est celle-ci qui donne le pouvoir d'agir sur la réalité. Si l'on regarde tout par le petit bout de la lorgnette, on tend à rester dans une attitude de repli. Il n'est pas plus difficile de voir dans chaque crise et chaque problème un défi, une occasion de prouver son courage, une chance pour s'endurcir et se fortifier, ou un appel à l'action collective. En y voyant un défi, on transforme le négatif en positif, par un simple processus mental qui entraîne lui-même des actes positifs. Concrètement, par la seule force de sa conviction, Roosevelt fut capable d'aider son pays à changer d'optique et à affronter la crise avec un esprit plus entreprenant. Aujourd'hui, les États-Unis affrontent de nouveaux problèmes et des crises qui mettent à l'épreuve le courage de la nation. Mais comme Roosevelt avait comparé son époque avec des épreuves pires surmontées dans le passé, nous pouvons dire que la crise actuelle n'est pas aussi grave que celle de 1929 et des années qui suivirent. En pratique, dans l'Amérique du XXIe siècle, l'environnement physique est plus sûr qu'à aucun autre moment de son histoire. Le pays est le plus prospère du monde. Par le passé, seul un homme blanc de sexe masculin pouvait se lancer à la conquête du pouvoir. Désormais,
des millions de femmes et de membres de minorités ethniques ont la faculté de descendre dans l'arène, et cela a changé pour toujours la dynamique de cette société la plus avancée du monde à cet égard. Les progrès technologiques ouvrent toutes sortes d'opportunités nouvelles. Les vieux schémas d'entreprise se dissolvent, ouvrant un large champ à l'innovation. Le moment est venu du bouleversement et de la révolution. L'Amérique a également certains défis à relever. Le monde est plus concurrentiel. L'économie recèle d'indéniables fragilités qui appellent des inventions. Comme en chaque situation, le facteur déterminant sera l'attitude des individus, la façon dont ils choisissent de prendre la réalité. S'ils s'abandonnent à la peur, ils accordent une importance disproportionnée au négatif et créent les circonstances très défavorables qu'ils redoutent. S'ils prennent le chemin opposé et abordent la vie avec audace, attaquant chaque problème avec énergie et intrépidité, ils s'engagent dans une dynamique toute différente. Comprenons-nous bien. Nous avons tous trop peur de froisser notre voisin, de susciter des conflits, de nous démarquer de la masse et d'agir avec audace. Au fil des millénaires, notre attitude face à la peur a évolué. Ce qui était une crainte primitive de la nature s'est transformé en angoisse généralisée vis-à-vis de l'avenir, et cette attitude peureuse nous domine à présent. En tant qu'adultes conscients et productifs, nous sommes appelés à quitter définitivement cette pente descendante et à dépasser nos craintes. L'intrépide. Mon tout premier souvenir d'enfance est une flamme bleue qui a jailli d'une gazinière que quelqu'un venait d'allumer. J'avais 3 ans. J'ai eu peur, vraiment peur, pour la première fois de ma vie. Mais je me souviens avoir également ressenti le frisson de l'aventure, une sorte de joie étrange aussi. Je crois que cette expérience m'a fait pénétrer dans un endroit de ma tête auquel je n'avais jamais accédé. Je suis parvenu à une sorte de frontière, la limite peut-être de ce qui est physiquement possible. La peur que j'ai ressentie était presque comme une invitation, un défi à m'avancer dans quelque chose dont je ne connaissais rien. C'est là qu'a commencé ma vision personnelle de la vie, à cet instant précis. De ce jour, j'ai toujours estimé que ma progression devait être orientée vers l'avant pour m'éloigner de la chaleur de cette flamme. Miles Davis. Il existe 2 attitudes par rapport à la peur, une passive, l'autre active. En mode passif, on essaie d'éviter la situation anxiogène. On diffère toute décision susceptible de chiffonner quelqu'un. Cela équivaut à choisir en toute chose le confort et la sécurité de notre vie quotidienne afin d'en bannir tout désordre. Quand on choisit cet état d'esprit, c'est que l'on se sent fragile et que l'on redoute d'être abîmé par l'objet de notre crainte. Le mode actif est une chose dont nous avons pour la plupart fait l'expérience à un moment donné de notre vie. Une situation risquée ou difficile que nous craignons et qui a fait irruption dans notre vie. Il pouvait s'agir d'une calamité naturelle, de la mort d'un proche ou d'un revers de fortune qui nous faisait subir une perte. Souvent, dans des moments pareils, nous nous découvrons une force intérieure qui nous surprend. Ce que nous redoutions n'est pas si grave. Nous ne pouvons y échapper, alors il nous faut soit trouver le moyen de surmonter notre peur, soit en subir les conséquences réelles. Ces épisodes ont une vertu curieusement thérapeutique, car en définitive, nous sommes confrontés à un vrai problème et non à un scénario terrifiant projeté par les médias. Nous pouvons nous débarrasser de notre peur. L'ennui, c'est que des moments pareils tendent à ne pas durer. Ils ne se répètent pas très souvent. Ils perdent rapidement de leur valeur et nous retournons au mode passif, à l'esquive. Lorsque nous traversons une période relativement confortable, nous ne sommes assiégés ni par des dangers manifestes, ni par la violence. Nos mouvements ne sont pas limités. Notre objectif principal est alors de conserver le confort et la sécurité dont nous jouissons, et nous devenons plus sensibles aux moindres risques susceptibles de menacer notre statu quo. Nous avons de plus en plus de mal à tolérer les sentiments de peur parce qu'ils sont de plus en plus vagues et troublants. Alors, nous demeurons en mode passif.
Néanmoins, au fil de l'histoire, des personnes ont vécu dans des conditions beaucoup plus éprouvantes, au milieu de dangers qui les menaçaient quotidiennement. Ces individus ont été conduits à affronter leur peur en mode actif de façon répétitive. Par exemple, leur apprentissage de la vie s'était déroulé dans une extrême pauvreté. Ou bien ils avaient frôlé la mort sur le champ de bataille ou conduit une armée en temps de guerre. Ils avaient traversé une période révolutionnaire tumultueuse ou occupé des responsabilités en période de crise. Ils avaient subi une perte, vécu une tragédie personnelle ou côtoyé la mort. D'innombrables personnes subissent ce genre d'épreuves et l'adversité brise leur ressort. Mais quelques-unes les surmontent. C'est une question de choix personnel. Soit affronter et dominer ses peurs quotidiennes, soit se soumettre et se laisser entraîner vers le bas. Cela trempe le caractère et le durcit comme l'acier. Entendons-nous, personne n'est héros de naissance. Il est contre nature de ne pas ressentir la peur. L'apprentissage du courage est un processus qui exige des défis et des obstacles. La différence entre ceux qui se couchent et ceux qui triomphent de l'adversité se creuse à force de volonté et d'appétit de pouvoir. À un certain stade, la lutte pour surmonter les peurs passe du mode défensif au mode offensif, c'est-à-dire à l'attitude intrépide. Les personnes concernées apprennent non seulement à ne pas avoir peur, mais aussi à attaquer la vie dans un esprit d'audace et d'urgence. Par une approche non conventionnelle, elles créent de nouveaux modèles au lieu de se conformer aux anciens. Ces personnes constatent le grand pouvoir que cette approche leur confère et elles en font leur état d'esprit dominant. On en trouve des spécimens dans toutes les cultures et à toutes les époques, depuis Socrate et les stoïciens jusqu'à Cornelius Vanderbilt et Abraham Lincoln. Napoléon Bonaparte est un véritable cas d'école. Il se décida pour la carrière des armes au moment où éclatait la Révolution française. À cet instant critique de son existence, il a fait l'expérience d'une des périodes les plus chaotiques et les plus terrifiantes de l'histoire. Il a affronté des dangers sans nombre sur le champ de bataille au moment où apparaissait un type de guerre nouveau. Et il a su faire son chemin au milieu d'innombrables intrigues politiques, alors que le moindre faux pas conduisait à la guillotine. Tout cela l'a rendu intrépide et capable d'embrasser aussi bien le chaos de l'époque que les bouleversements en cours dans l'art de la guerre. Lors d'une de ses innombrables campagnes, il a donné un exemple qui peut servir à tous les intrépides. Au printemps de l'an 1800, il se disposait à envahir l'Italie. Les généraux lui signalèrent que les Alpes étaient infranchissables à cette saison et lui recommandèrent d'attendre, même si cela réduisait ses chances de succès. Mais pour Napoléon, les Alpes n'existaient pas. Et à dos de mulet, il prit lui-même la tête des troupes à travers les multiples obstacles d'un terrain semé d'embûches. C'est par la seule force de son caractère que toute son armée se fraya un chemin, prit l'ennemi complètement par surprise et l'écrasa. Pour une personne qui ignore la peur, les Alpes et autres obstacles n'existent pas. Un autre spécimen de ce profil fut le grand écrivain abolitionniste Frédéric Douglass, né esclave dans le Maryland en 1817. Il devait écrire plus tard que l'esclavage était un système qui reposait sur une peur intense. Douglass s'obligeait continuellement à choisir l'attitude opposée. Malgré la menace de sévères punitions, il apprit en secret à lire et à écrire. Quand son attitude rebelle lui valait le fouet, il se défendait physiquement et constatait que, du coup, on le fouettait moins souvent. Sans argent ni relation, il s'enfuit vers le nord des États-Unis à l'âge de 20 ans. Il se fit le champion de l'abolitionnisme, sillonnant le Nord et donnant des conférences sur les méfaits de l'esclavage. Les abolitionnistes souhaitaient qu'il continue à faire de la communication en répétant sempiternellement les mêmes histoires. Mais Douglass voulait faire bien plus, et de nouveau, il se rebella. Il fonda son propre journal anti-esclavagiste, du jamais vu pour un ancien esclave. Son journal connut un succès foudroyant. À chaque étape de sa vie, Douglass fut mis à l'épreuve par les obstacles écrasants qui se dressaient devant lui. Au lieu de céder à la peur, le fouet, la solitude dans les villes inconnues, la colère des abolitionnistes, il ne fit que renforcer son intrépidité
et poussa toujours plus loin son offensive. Cette confiance en lui-même lui donna le pouvoir de triompher de résistance acharnée et de toutes les animosités qui l'entouraient. Telle est la dynamique que tous les intrépides découvrent tôt ou tard. Une augmentation proportionnelle de l'énergie et de la confiance en soi face à toutes les circonstances négatives, voire insurmontables. Les audacieux ne sont pas tous issus des milieux pauvres ou d'environnements physiquement durs. Franklin D. Roosevelt avait grandi dans une famille riche et privilégiée. À l'âge de 39 ans, il attrapa la poliomyélite, ce qui le paralysa complètement en dessous de la taille. Ce fut un tournant dans sa vie, car ses mouvements étaient considérablement limités et cela pouvait marquer la fin de sa carrière politique. Pourtant, il refusa de céder à la peur et de la laisser dominer son esprit. Il adopta l'attitude opposée. Il s'acharna à tirer le meilleur de sa maladie et développa un esprit indomptable qui allait faire de lui le président des États-Unis le plus intrépide. Pour ce type de personne, chaque revers de fortune, chaque limitation nouvelle sert de creuset pour galvaniser son attitude, quel que soit son âge. Le nouvel intrépide. Ce passé de nègre, tout d'entrave, de feu, de torture, la mort et l'humiliation, la peur jour et nuit, la peur jusque dans la moelle des os, ce passé, cette lutte sans fin pour atteindre, révéler et confirmer sa propre identité en tant qu'homme, contient néanmoins, malgré son horreur, quelque chose de très beau. Ceux qui ne peuvent pas souffrir ne peuvent jamais grandir ni découvrir qui ils sont. James Baldwin. Pendant la plus grande partie du XIXe siècle, nous autres Américains nous sommes heurtés à beaucoup de dangers et d'adversités. L'hostilité de la nature à la frontière de la civilisation, les déchirements politiques, l'état de non-droit et le chaos résultant des bouleversements techniques et de la mobilité sociale. Nous avons réagi à cet environnement contraignant en dépassant nos peurs et en acquérant ce que l'on a appelé l'esprit pionnier, notre sens de l'aventure et notre capacité connue à résoudre les problèmes. Grâce à notre prospérité croissante, les choses ont commencé à changer. Au XXe siècle, toutefois, un environnement demeura plus hostile que jamais, les ghettos noirs des centres-villes. De ce creuset sont sortis des personnages tels que James Baldwin, Malcolm X et Cassius Clay, dit Mohamed Ali. Mais le racisme de l'époque limitait leur capacité à donner libre cours à cet esprit. Plus récemment, de nouveaux profils sont sortis des centres-villes d'Amérique avec une plus grande liberté de se hisser jusqu'au sommet du pouvoir dans le domaine du show-business, de la politique et des affaires. Ils viennent d'un milieu que l'on pourrait comparer au Far West, dans lequel ils ont appris à se défendre seuls et à laisser le champ libre à leur ambition. Leur éducation s'est faite dans la rue, à coups d'expériences difficiles. D'une certaine façon, ils nous ramènent aux personnages insouciants du XIXe siècle qui, sans avoir été formés dans les écoles, avaient créé une façon nouvelle de faire des affaires. Cet esprit nouveau s'adapte au désordre du XXIe siècle. Ces personnages passionnants à observer ont beaucoup à nous apprendre à certains égards. Le rappeur 50 Cent, de son vrai nom Curtis Jackson, devrait être considéré comme un des exemples contemporains les plus spectaculaires de ce phénomène et de ce profil. Il est né dans un quartier particulièrement violent et tendu, le Southside Queens, au beau milieu de l'épidémie de crack des années 1980. À chaque étape de sa vie, il a eu à affronter une série de dangers qui l'ont formé et endurci, des rites d'initiation qui l'ont progressivement conduit à une attitude intrépide. Une des pires peurs pouvant assaillir un enfant est celle d'être abandonné, seul dans un monde terrifiant. Cette peur est la source de nos cauchemars les plus profonds. Et c'était la réalité dans laquelle vivait 50. Il n'avait jamais connu son père et sa mère a été assassinée quand il avait 8 ans. Il a vite pris l'habitude de ne dépendre de personne pour sa protection et son hébergement. Cela signifiait qu'à chaque nouveau tournant de sa vie, où il ressentait de la peur, il ne pouvait en parler qu'à lui-même.
S'il ne voulait pas ressentir cette émotion, il lui fallait la surmonter tout seul. Il commença à dealer la drogue dans les rues dès son plus jeune âge. Il ne pouvait manquer d'y éprouver de la peur. Quotidiennement, il avait à affronter la violence et les agressions. Côtoyant la peur de façon si habituelle, il comprit à quel point cette émotion pouvait être destructrice et débilitante. Dans la rue, si l'on montre sa peur, les gens ne vous respectent plus. On en arrive à se faire bousculer et selon toute probabilité, on devient victime de la violence par désir de l'éviter. On n'a pas le choix. Si l'on veut acquérir le moindre pouvoir, même le plus infime en tant que dealer, il faut surmonter cette émotion. Il faut que personne ne puisse lire la peur dans vos yeux. Cela signifie que vous devez vous mettre à tout propos dans des situations qui stimulent l'anxiété. La première fois qu'il se fit braquer, il eut peur. La deuxième fois, un peu moins. La troisième, ce n'était plus rien. Le fait de mettre ainsi son courage à l'épreuve lui donna le sentiment d'un immense pouvoir. Il apprit très tôt la valeur de l'audace et la façon de mettre l'adversaire en porte-à-faux en ressentant une suprême confiance en soi. Mais pour endurcis que soient les battants, il se heurte à un obstacle décourageant. La peur de quitter des rues qui leur sont tellement familières et où ils ont appris leur façon de fonctionner. Ils deviennent prisonniers de ce style de vie et malgré le risque de finir en prison ou de mourir prématurément, sont incapables de quitter le racket des rues. Mais 50 avait de plus hautes ambitions. Il ne lui suffisait pas de devenir un revendeur de drogue prospère. Il se contraignit à vaincre cette terrible peur. À l'âge de 20 ans, au sommet de son succès avec la drogue, il décida de couper net et de se lancer dans la musique sans relation ni filet de sécurité. Il n'avait pas de plan B. Soit il réussissait, soit il plongeait. Il se lança donc avec une énergie frénétique qui le fit remarquer dans le monde du rap. Il était encore un très jeune homme quand il dut affronter plusieurs des pires peurs pouvant toucher un être humain. L'abandon, la violence, les changements radicaux. Et il en était sorti plus fort, avec davantage de ressort. Mais à l'âge de 24 ans, à la veille du lancement de son premier disque, il se trouva face à face avec ce que beaucoup considèrent comme la peur suprême, celle de la mort. Au mois de mai de l'an 2000, un assassin le cribla de 9 balles en plein jour alors qu'il attendait devant chez lui assis dans sa voiture. Une balle lui traversa la mâchoire. À 1 millimètre près, il était mort. À la suite de cet attentat, Columbia Records le retira de son label et annula la sortie de son premier album. Il fut rapidement blackboulé par tout le milieu de la musique, où aucun cadre n'avait le cran de s'engager auprès de lui à cause de toute la violence qui lui était associée. Beaucoup de ses amis se retournèrent contre lui, peut-être parce qu'ils avaient senti sa faiblesse. Il n'avait désormais plus d'argent. Il ne pouvait vraiment pas revenir au trafic de drogue après lui avoir tourné le dos. Sa carrière musicale semblait finie. Il était un de ces tournants qui révèlent la puissance d'une attitude personnelle résolue face à l'adversité. Il était au pied des Alpes. À ce moment, il fit comme Frédéric Douglass. Il décida de faire fond sur sa colère, son énergie et son intrépidité. Ayant frôlé la mort de si près, il comprit à quel point la vie pouvait être courte. Il ne perdit pas une seconde. Il renonça à suivre le chemin habituel du succès. Travailler avec une maison de disques, décrocher un contrat en or et produire de la musique qui fasse recette. Il décida de travailler en indépendant et lança des compilations sur cassette pour vendre sa musique ou la diffuser gratuitement dans les rues. De cette façon, il avait la possibilité de peaufiner les sonorités dures et brutes qui lui venaient naturellement. Il pouvait parler le langage de la rue sans avoir à censurer quoi que ce soit. Soudain, il eut un grand sentiment de liberté. Il pouvait créer son propre business plan et être aussi peu conventionnel qu'il le souhaitait. Il sentit qu'il n'avait rien à perdre, comme si les derniers lambeaux de peur demeurant en lui s'étaient enfuis de son corps avec le sang qu'il avait perdu ce fameux jour de l'an 2000. Sa campagne de compilation le rendit célèbre dans les rues et attira l'attention d'Eminem, qui lui proposa rapidement de signer pour son label,
qui était aussi celui de Dr. Dre. Le décor était planté pour l'ascension météoritique de 50 jusqu'au sommet du monde de la musique en 2003, ce qui devait le conduire à bâtir un véritable empire. Nous vivons une époque bizarre, révolutionnaire. L'ordre ancien s'effondre sous nos yeux à toutes sortes de niveaux. Et pourtant, au milieu de cette chienlit, les dirigeants de l'économie et de la politique s'accrochent au passé et à une façon désuète de faire les choses. Ils ont peur du changement et du désordre, quel qu'il soit. Les nouveaux intrépides, dont 50 est l'exemple emblématique, se déplacent dans la direction opposée. Ils estiment que le chaos ambiant convient à leur tempérament. Ils ont grandi sans peur d'expérimenter, de trafiquer de la drogue et d'essayer de nouvelles manières de fonctionner. Ils accueillent les progrès technologiques que les autres redoutent en secret. Ils font litière du passé et créent leur propre business plan. Ils ne s'abandonnent pas au conservatisme qui mine les dirigeants du secteur privé d'Amérique en cette période radicale. Au cœur de leur succès se trouve une prémisse, une loi du pouvoir connue et utilisée par tous les esprits intrépides du passé et qui sert d'assise à quelque succès que ce soit dans le monde. La 50e loi. Ce dont les gens ont le plus peur, c'est d'être eux-mêmes. Ils veulent être 50 Cent ou quelqu'un d'autre. Ils font comme tout le monde, même si ce n'est ni le bon endroit, ni la bonne personne. Mais en procédant ainsi, on n'aboutit nulle part. On souffre d'un manque d'énergie et personne ne fait attention à vous. On s'éloigne au galop de la seule chose que l'on possède, ce qui fait de chaque personne un être unique. Cette peur, je l'ai perdue. Et dès lors que j'ai ressenti le pouvoir que j'avais en montrant au monde que je ne me souciais pas d'être comme les autres, je n'ai jamais pu revenir en arrière. 50 Cent. La 50e loi est fondée sur la prémisse suivante. L'homme maîtrise en général peu ce qui lui arrive. Nous rencontrons des gens qui agissent sur nous de façon directe ou indirecte et nous passons nos journées à réagir à ce qu'ils nous apportent. Il y a de bonnes choses, suivies par des mauvaises. Nous luttons de notre mieux pour parvenir à un minimum de maîtrise, parce que le fait d'être désemparés devant les événements nous rend malheureux. Nous réussissons parfois, mais la marge de contrôle que nous avons sur les gens et les circonstances est désespérément étroite. La 50e loi, en revanche, déclare qu'il existe une chose que nous pouvons efficacement contrôler. L'état d'esprit avec lequel nous réagissons aux événements. Et si nous sommes capables de dépasser nos angoisses et de nous forger une attitude intrépide vis-à-vis de la vie, quelque chose de bizarre et de remarquable peut arriver. Notre marge de contrôle sur les circonstances augmente. À la limite, nous pouvons même créer nous-mêmes des circonstances. C'est la source du pouvoir stupéfiant que les audacieux ont acquis au fil de l'histoire. Et les gens qui mettent en pratique la 50e loi dans leur vie ont tous en commun certaines qualités. Suprême audace, mépris des conventions, souplesse et sentiment d'urgence. Cela leur donne une capacité unique à façonner les circonstances. L'audace exige d'avoir une grande confiance en soi. Ceux qui sont les cibles ou les témoins d'actes audacieux ne peuvent s'empêcher de croire que cette confiance est réelle et justifiée. Ils y réagissent d'instinct en appuyant celui qui a confiance en lui-même, en évitant de le gêner ou en le suivant. L'audace attire des suiveurs et élimine les obstacles. De cette façon, l'audace crée par elle-même les circonstances favorables. Nous sommes des êtres sociaux. Il nous est donc naturel de nous conformer aux gens qui nous entourent et aux normes du groupe. Mais cela cache une peur profonde de nous distinguer, de suivre notre propre chemin, quoi que les autres en pensent autour de nous. Les intrépides sont capables de vaincre cette peur. Il est fascinant de voir à quel point ils s'écartent des conventions. Nous les admirons et les respectons en secret. Nous aimerions agir davantage comme eux. Normalement, il est difficile de retenir notre attention. Notre intérêt se porte successivement d'un spectacle à l'autre.
Mais ceux qui expriment leur différence avec intrépidité forcent notre attention à un niveau plus profond et pour une durée plus prolongée, ce qui se traduit en termes de pouvoir. Beaucoup d'individus réagissent aux changements de circonstances en tentant de gérer les détails de leur environnement immédiat. Quand survient quelque chose d'inattendu, ils se raidissent et se replient sur une tactique qui a fait ses preuves. Si les événements se succèdent rapidement, ils sont facilement dépassés et perdent pied. Ceux qui suivent la 50e loi n'ont pas peur du changement ni du chaos. Ils les embrassent en se montrant aussi souples que possible. Ils vont dans le sens des événements et les orientent en douceur dans la direction de leur choix en exploitant l'instant. Dans leur façon de penser, ils transforment un élément négatif, un événement inattendu, en positif, une chance à saisir. Le fait de frôler la mort, ou de se voir rappeler de façon spectaculaire la brièveté de la vie, peut avoir un effet positif, thérapeutique. Nos jours sont comptés, par conséquent, mieux vaut que chaque instant soit précieux, que nous ayons dans la vie un sentiment d'urgence. En effet, tout peut finir d'un moment à l'autre. Les intrépides arrivent généralement à cette prise de conscience grâce à une expérience traumatisante. Leur énergie leur fait tirer le meilleur de chaque action et l'élan que cela donne à leur vie les aide à déterminer l'événement suivant. Au fond, tout est simple. Quand nous transgressons cette loi fondamentale en laissant la peur habituelle s'installer dans une rencontre quelle qu'elle soit, nous rétrécissons notre éventail de choix et notre capacité à façonner les événements. La peur peut même conduire en terrain négatif où les pouvoirs sont inversés. Par exemple, le fait de se comporter de façon conventionnelle peut nous acculer dans un coin où nous avons davantage de chances de perdre à long terme ce que nous avons parce que nous perdons du même coup notre capacité d'adaptation au changement. Le fait de vouloir plaire envers et contre tout peut aboutir à faire fuir les gens. Il est difficile de respecter quelqu'un qui affiche pareille attitude doucereuse. Quand nous avons peur de tirer les conséquences de nos erreurs, nous avons plus de chances de les commettre de nouveau. Quand nous transgressons cette loi, nous ne pouvons être sauvés ni par notre éducation, ni par nos relations, ni par nos connaissances techniques. Une attitude peureuse nous enferme dans une prison invisible, où nous resterons. Le fait d'observer la 50e loi crée la dynamique contraire. Cela ouvre des possibilités, apporte la liberté d'action et contribue à créer dans la vie un élan vers l'avant. La possession de ce pouvoir suprême passe par l'adoption d'un mode positif du traitement des peurs. Cela exige de se lancer dans des domaines qui, normalement, nous répugnent. Prendre les décisions difficiles que l'on ne cesse de différer, affronter les gens qui nous disputent le pouvoir, penser par nous-mêmes, changer de direction dans la vie, même si c'est précisément cela que l'on redoute, et veiller sur ce dont nous avons besoin au lieu de nous exténuer à complaire à tout le monde. Mettons-nous délibérément en situation difficile et regardons-nous réagir. À tout coup, nous nous apercevons que nos peurs étaient exagérées et que le fait de les affronter a un effet tonique qui nous rapproche de la réalité. À un moment donné, l'on découvre la puissance du revirement. En surmontant le négatif d'une peur donnée, on acquiert une qualité particulière. Autonomie, patience, suprême confiance en soi, etc. Chacun des chapitres qui vont suivre développe ce changement de perspective sous un angle différent. Et une fois que l'on s'engage sur ce chemin, il est difficile de revenir en arrière. On adopte jusqu'au bout une approche audacieuse et intrépide vis-à-vis de tout. Comprenons-nous bien. Il n'y a pas besoin d'avoir grandi dans le Southside Queens, ni de se faire tirer dessus par un assassin pour développer cette attitude. Tout le monde rencontre des défis, des rivalités et des revers de fortune. Par pure peur, on décide soit de les ignorer, soit de les esquiver. Ce qui compte, ce n'est pas la réalité physique de notre environnement, mais notre état d'esprit, la façon dont on gère l'adversité qui fait partie de la vie à tous les niveaux. 50 fut obligé d'affronter ses peurs. Nous pouvons décider de le faire. En définitive, notre attitude a le pouvoir de façonner la réalité de deux façons contradictoires. La première nous ratatine et nous coince avec la peur. La seconde
nous ouvre des possibilités et nous donne la liberté d'action. Il en va de même pour l'esprit avec lequel vous allez lire les chapitres qui suivent. Si vous en prenez connaissance à travers le filtre de votre ego, si vous avez l'impression d'être jugé ou attaqué, en d'autres termes, si vous les lisez en mode défensif, alors vous vous fermerez inutilement au pouvoir qu'ils peuvent vous apporter. Nous sommes tous des hommes. Nous sommes tous concernés par la peur. Personne ne nous juge pour autant. De même, si vous lisez ces mots comme de simples recettes pour votre mal-être et que vous tentez de les appliquer à la lettre, vous en réduirez la portée et vous aurez du mal à les retranscrire dans votre réalité. Il faut au contraire intégrer ce livre avec un esprit ouvert et audacieux. Laissez ces idées vous pénétrer en profondeur et modifier la façon dont vous voyez le monde. Ne craignez pas d'en faire l'expérience. De cette façon, vous adapterez ce livre à vos conditions particulières et vous en tirerez un pouvoir similaire sur le monde. Au reste, je tiens qu'il vaut mieux être impétueux que circonspect, parce que la fortune est une femme de qui l'on ne saurait venir à bout qu'en la battant et en la tourmentant. Et on voit par expérience qu'elle se laisse plus dompter par les gens féroces que par les gens froids. Nicolas Machiavel.